Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h49, bienvenue dans les grands débats du matin, toujours avec Michel Onfray, philosophe, auteur de Autodafé, presse de la Cité, directeur de la revue Front Populaire, face à, ou à côté, d'Arlette Chabot et Philippe Bilger, et vos appels 0826 300 300 si vous voulez réagir, bien entendu. Oui, bien sûr, vous aurez la parole dans un instant. Alors, Karl Meus du Figaro Magazine, qui publie donc ce matin les Bonnefeuille, nous a révélé en fait 2-3 informations, notamment celle de cette discussion avec Emmanuel Macron à la suite de l'agression pendant 3 quarts d'heure. Et là, ça vous a fait un peu réagir, hein, Michel Onfray, non, à propos, en fait... alors non, ça, ce n'est pas directement là-dessus, c'est sur le livre, en fait, que ça vous fait plutôt réagir. Oui, parce que sur les Bonnefeuille, oui. Oui, c'est ça. Donc, je suis en train de lire, là, je découvre quand même une phrase d'Éric Zemmour. Je lui dis qu'il y a toujours des individus bons ou méchants, c'est la discussion qu'il a avec Macron, vous avez raison. Oui, oui. Peu importe. Mais je crois aux inconscients collectifs qui nous dirigent, et l'inconscient collectif de ces populations musulmanes est de coloniser l'ancien colonisateur, de dominer l'infidèle au nom d'Allah. Là, il va pouvoir aller au tribunal pour islamophobie. Parce qu'on peut imaginer qu'une minorité de djihadistes pense comme ça c'est sûr, mais de là à imaginer que c'est la population musulmane dans sa totalité d'une part et qu'elle dispose d'un inconscient collectif, alors je n'irai même pas sur ce terrain jungien, puisque c'est Jungien qui défend l'idée d'un inconscient collectif, mais je trouve qu'on ne peut pas dire ça. Oui, non, mais d'ailleurs c'est marrant, puisque nous l'évoquions tout à l'heure, enfin c'est marrant, c'est un parallèle, quand on parlait d'autodafé en fait de votre livre, vous disiez oui, la première aujourd'hui, entre guillemets, censure, elle vient aussi normalement des avocats qui sont là pour relire les livres, pour prendre un peu leurs précautions, et sur ce point, c'est assez étonnant de laisser, non ? Je connais un peu les cuisines du départ d'Éric Zemmour de chez Albin Michel, et Gilles Aéry, qui est le patron de la maison, m'a fait l'amitié de me raconter un peu comment les choses se sont passées, outre que lui maintient bien cette idée que Éric Zemmour lui avait fait savoir que le livre serait un argument de campagne, et c'est ce qui a fait que Gilles Aéry lui a dit que ça ne serait pas possible de mettre une maison d'édition au service de sa campagne. Il y a eu effectivement cette question de la relecture. C'était en juin, il lui dit mais vous voulez que le livre paraisse mi-septembre, pour que le livre paraisse, il faut que tout le monde puisse le lire, y compris et surtout les avocats, pour éviter ce genre de phrase, pour éviter de dire attention, quand vous dites des ou les, quand il dit des juifs ou les juifs ont été sauvés par Pétain, c'est quand même un moment de l'histoire un peu problématique. Jouer avec cette espèce de subtilité, c'est assassin et suicidaire si on veut pas parler de son côté. Mais cette idée que les musulmans, il essentialise tout le temps, mais les musulmans posent problème, c'est pas vrai. Des musulmans posent problème. Et parfois même, ces musulmans qui posent problème aux musulmans eux aussi. Bien sûr. Donc si on n'est pas dans cette perspective, je dirais, de subtilité qui est nécessaire quand on veut être président de la République. Un président de la République ne divise pas. Il réunit, il rassemble. Il dit, mais il y a une minorité agissante problématique, c'est vrai, mais une majorité silencieuse. Après, on peut toujours reprocher à la majorité silencieuse d'être silencieuse si on veut vraiment la trouver coupable tout le temps. Mais il y a quand même un moment donné où il y a plein de musulmans qui ont envie qu'on les laisse tranquilles et de ne pas être forcément assimilés à des colons, à des colonisateurs, à des gens qui veulent absolument propager le djihad en France. Ça, c'est problématique, c'est mettre de l'huile sur le feu. Oui, complètement. Question avec vous, Philippe Bilger et Arlette Chabot ensuite. Sur Éric Zemmour, Michel Onfray, je lui ai souvent fait ce reproche d'une globalisation excessive. Et à chaque fois, il m'a répondu, je le fais exprès, parce que si je reste dans la nuance et le particularisme, je ne suis pas écouté. Mais en réalité, à chaque fois, il a droit à des poursuites judiciaires. Bon. Je voulais vous demander, Sud Radio ayant l'habitude de lire les livres dont on parle, je trouve votre livre, j'ai aucune raison de le cacher, très remarquable. Et je voudrais vous demander, au fond, dans les chapitres que vous consacrez à ces livres fondamentaux qui ont bouleversé à l'époque, je vois une double perversion, ou bien des gens n'ont pas voulu voir le réel, ou bien ils n'ont pas accepté l'analyse du réel qui a été faite. Est-ce que c'est bien cela ? Oui, d'abord parce qu'il y a de l'idéologie, c'est-à-dire que la plupart du temps, un livre se réduit à son titre ou à sa quatrième de couverture ou à 2 ou 3 choses qu'on dit de lui, mais quand vous devez faire, moi j'ai lu évidemment un plume à la main tous ces livres-là, quand il s'agit de l'archipel du Goulag, c'est pas compliqué, ça fait 1500 pages, donc si vous lisez les habits neufs du président Mao, etc., enfin c'est quoi, 3 ou 4 jours de lecture plume à la main.
vous faites votre papier et vous êtes payé. Imaginez que vous fassiez votre papier sans lire le livre, vous êtes payé aussi cher. Donc je ne connais pas de gens qui se disent mais finalement conscience professionnelle, il faut vraiment que j'aille au bout de ce livre. Et puis voilà, je connais des gens qui parlent de livres qu'ils n'ont pas lus et comme si bien sûr ils les avaient lus. Alors ça c'est une façon d'objectiver un livre en disant il dit ceci ou il dit cela. Puis on dit mais pas du tout. Moi j'ai lu, il ne dit pas ça, il dit même très exactement le contraire. Donc il y a cette patience de la lecture, ce travail des journalistes qui font parfois trop de choses. Bernard Pivot il ne faisait qu'une émission. Il faisait une émission, il lisait tous les livres. Un jour, je l'ai vu présenter un roman chinois en Pléiade, il y avait 2 volumes. Il dit, c'est la première fois dans toute ma carrière que je présente un livre que je n'ai pas eu le temps de lire en entier. Il a eu cette honnêteté. Et puis quand on disait, non, j'ai pas dit ça, il y a même certains auteurs, ça leur cuit aux fesses encore aujourd'hui, qui disaient, mais non, j'ai pas dit ça. Il me dit, mais si, attendez, il tournait, il disait, mais vous dites ça à telle page, etc. Donc, je pense que les débats n'ont pas lieu parce qu'on ne lit pas les livres et que, à une époque, quand Huntington, par exemple, fait paraître son Choc des civilisations, ça suppose une lecture, bien sûr, mais on disait, ah non, c'est un type de droite. Ce type qui dit, après l'effondrement du bloc soviétique, la lecture du monde n'est plus bipolaire, mais elle est multipolaire, et il y a des civilisations qui sont des blocs de spiritualité, et ce sont ces blocs de spiritualité qui désormais vont être à prendre en cause pour penser l'histoire. On a dit, ce type crée ce qu'il annonce, comme si un cancérologue était responsable du cancer qu'il annonce, hélas, à son patient. Il disait, mais non, pas du tout, ça va se passer comme ça, parce que regardez un petit peu comment ça se passe déjà actuellement, puis il donnait en même temps, faisait des prévisions, et il faudrait lire aujourd'hui ce livre pour voir que tout ça... Il y a 30 ans. Sur la Crimée, tout ça a eu lieu. Mais le réel ne donne jamais tort aux idéologues, parce qu'ils changent de réel, ils ne veulent pas changer d'idée. Si le réel donne tort à leurs idées, on devrait leur dire, ah, peut-être pourriez-vous changer d'idée. Pas du tout, je change de réel. Comment faites-vous pour changer de réel? Vous dites, Huntington a annoncé qu'il fallait faire des guerres de civilisation. Huntington n'a jamais dit ça. Et il fallait à l'époque estimer que Fukushima était le Fukuyama, Francis Fukuyama, a dit que effectivement c'était le triomphe désormais du libéralisme sur la totalité de la planète. Donc en gros on avait le type de gauche et puis le type de droite. Et en fait il fallait choisir son camp. Mais lisez les livres et ni l'un ni l'autre d'ailleurs ne disait ce qu'on prétendait qu'il disait. Simplement il faut avoir la modestie du travail, se mettre à son bureau et passer 2 jours, 3 jours à lire un livre et ça. Oui, c'est ce que vous expliquez d'ailleurs dans Front Populaire. Hein. Il y a ceux qui croient ce qu'ils voient et il y a ceux... Oui, voilà, absolument. Question avec Arlette Chabot. Pardon de revenir à la politique. L'élection présidentielle se jouera sur quoi? Sur l'incarnation, c'est-à-dire certains dénoncent ça comme le casting, sur des thèmes de fond, la sécurité, l'immigration, ou sur d'autres sujets, sur une sociologie, sur quoi? Quel sera l'élément déterminant selon vous? Vous savez, quand on fait de la science politique, la plupart du temps, on oublie des choses qui relèvent presque de la psychologie. J'émets l'hypothèse que Édouard Philippe parte. Voilà un homme qui pense exactement comme Emmanuel Macron. Mais il aurait une espèce d'adhésion populaire incroyable parce qu'il est digne, parce qu'il est élégant, parce qu'il n'a pas de casserole aux fesses, pas de grossièreté, pas de vulgarité, pas de photos en présence de gens qui font des doigts d'honneur, pas de putain ou de raconter à l'Élysée et puis de quelqu'un qui l'accompagne en faisant une galipette, etc. Je pense que les gens veulent une incarnation avec quelqu'un qui ne les méprise pas, qui ne les humilie pas. Ça c'est important. Puis après, presque je dirais, le programme arrive. Donc vous avez raison, l'incarnation, ça me paraît être quelque chose d'essentiel. Et il y a du déraisonnable dans la science politique. C'est-à-dire ça passe ou ça passe pas. Il y a des gens qui incarnent ou des gens qui n'incarnent pas. On a beau dire, les idées de Dupont-Aignan sont ce qu'elles sont, le personnage ne passe pas. Celle de Bertrand, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, ses idées changent, bougent, ça fait 30 ans qu'il fait de la politique. Et l'incarnation, ça marche pas non plus. Valérie Pécresse, ça marche pas non plus. Il y avait chez Sarkozy une incarnation possible. Il y avait chez Hollande, non pas une incarnation personnelle, mais il y avait l'incarnation d'un parti, des idées. C'était le socialisme, qui est le socialisme du moins de cette époque-là. Et ça va se jouer avec ça, évidemment, ça bien mieux que moi, mais à un moment donné où tout le monde sera sur la ligne de départ. On saura qui y va, quand, comment, de quelle manière, 500 signatures, déclarations, etc. Et à ce moment-là, des gens se décideront, y compris les abstentionnistes. Je pense qu'il y a plein d'abstentionnistes qui n'attendent que l'occasion d'une incarnation. Ils peuvent revenir les abstentionnistes. C'est l'incarnation qui les fera revenir. Ce ne sont pas des propos clivants comme ceux d'Éric Zemmour, qui espère lui aussi ramener à la politique et aux urnes des gens qui ont dit, de toute façon, ils font rien, les politiques.
Donc, c'est ce que dit Philippe, c'est-à-dire que quand de fait Zemmour dit ça, il dit mais je le dis exprès parce que je clive et j'ai besoin de cliver. Parce que si vous clivez, bien sûr que vous faites des ennemis, mais vous faites aussi des amis. Et en fait, il tient la place du Jean-Marie Le Pen des années 80, 90, quoi. Alors que Marine Le Pen, elle tient la place du Chirac des années 70. Le bruit et l'odeur, souvenez-vous, enfin la grotte d'Ouvéa, Pasqua, Pandro, etc. C'est très exactement ça. Il y a une espèce de déplacement et on a l'impression que, en ce sens, il devient vraiment un homme politique. Il a le cynisme de celui qui dit il y a un créneau, j'y vais, et il y a des gens qui entendront ça et qui diront il y en a marre des musulmans. Non, il y en a marre des djihadistes. Il n'y en a pas marre des musulmans. Il y a plein de gens qui sont des musulmans qui font fonctionner la machine française. Ouais. Michel Onfray, merci. Philippe Bilger, encore une question. Juste après, peut-être aller le flash de 9h et puis la dernière question. Et Michel Onfray, ensuite, il nous fait l'amitié de rester encore peut-être quelques instants. Jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h. Bon, voilà. Je vous laisse le micro. Allez, on se retrouve dans un instant. Allez, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h08, merci de votre fidélité à Sud Radio. Toujours avec nous, le philosophe Michel Onfray, et auteur de ce livre Auto da Fé, presse de la Cité, et directeur de la revue Front Populaire, et aussi avec Arlette Chabot, Philippe Bilger, et vos appels 0826 300 300. Oui, et beaucoup de sujets qui sont sur la table. L'incarnation en politique, on l'évoquait avec la question d'Arlette Chabot tout à l'heure. Il y a les décomptes CSA autour d'Éric Zemmour. Il y a le procès, enfin pas le procès, pardon, il y a la convocation devant la Cour de justice de la République d'Agnès Buzyn, en fait, en ce moment. D'ailleurs, Philippe Bilger va nous en dire un mot dans un instant. Il y a le procès Salah Abdeslam, en fait, aussi, avec ces déclarations provocantes. Ça vous a choqué, vous, Michel Onfray, ces déclarations, vous attendiez en fait à cela ou pas ? Oh oui, je m'attendais à quelque chose qui ressemble à ça. Le personnage ne parle pas depuis le début, donc on sait très bien que si vous ne parlez pas, il vous suffit de faire une ou deux phrases pour qu'elles deviennent d'un seul coup très profondes. Et on voit bien qu'il installe le débat sur le terrain de la théocratie, c'est-à-dire exactement le contraire de la démocratie. La démocratie, il y a la souveraineté populaire, c'est le peuple qui fait la loi, c'est le consentement, on est contractuel, etc. Lui dit pas du tout. Vous avez une justice des hommes, c'est pas la justice à laquelle je crois, c'est la justice de Dieu, et devant la justice de Dieu, je serai sauvé, donc causez toujours. Il va servir à quelque chose, ce procès, enfin, dans la durée, en tout cas 9 mois. C'est un peu problématique, je pense. Il y a cette idée très freudienne, que le procès permettrait la réparation, etc., etc. Je suis pas bien sûr que ça fonctionne comme ça. Vous savez, quand vous avez perdu des enfants, un mari, une femme, un compagnon, une compagne, enfin qui l'on voudra, l'idée qu'on vous dise que effectivement le salaud est un salaud et que ce type qui est déjà condamné à 20 ans va être aussi condamné encore à nouveau à 20 ans ou je ne sais quoi, et il vous reste votre deuil, vous n'avez pas retrouvé vos enfants, etc. Donc l'idée de la réparation par le tribunal, je ne suis pas bien sûr. En revanche, l'idée que ça fasse une tribune aux terroristes, voire au terrorisme, cette starisation, là on a vu sur certaines télévisions d'information continue les fourgons hurlants, il y a plein de gens à qui ça donne quand même le désir d'être celui sur lequel les caméras se porteront. Donc il y a, on parlait tout à l'heure d'Éric Zemmour qui essentialise à tort la totalité des musulmans, mais il y a parmi les candidats au djihadisme des gens qui n'aspirent qu'à ce genre de choses. Donc où est le bénéfice, où est le risque? Mais en même temps, dans une démocratie, on ne peut pas ne pas juger. Philippe Bilger, avant vos questions, 0826 300 300 aussi. Je rejoins, moi je pense que ce procès de 9 mois va être une catastrophe en réalité, parce que d'abord il ne... Alors que vous étiez favorable à ce procès, vous l'avez dit en fait aussi avant-hier. On ne m'a pas demandé mon avis. Non, bien sûr. Mon cher Patrick, moi on m'aurait demandé mon avis, j'aurais dit que c'était absurde pour un pays saturé de démocratie de proposer un procès de 9 mois à des accusés qui ne vont pas changer d'un iota leur perception de la vie et du monde, et évidemment ça n'induira absolument pas une diminution du terrorisme. C'est une démocratie qui se regarde elle-même en train de faire un spectacle magnifique mais parfaitement stérile, et ceux qui attendaient de Salah Abdeslam qu'il veuille bien complaire aux attentes des victimes, c'était une absurdité en réalité, mais je n'imaginais pas qu'il ferait aussi rapidement dans la provocation. Il aurait pu se taire. Au fond, il fait ce qu'à une certaine époque, on appelait une défense de rupture. Est-ce que les victimes qu'il y a eu en Syrie, en Irak, pourront prendre la parole? C'est ce qu'il a dit, par exemple, hier. Michel Onfray, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, pour une question à Philippe, parce que on fait quoi dans ces cas-là? On sort de la loi, on sort du droit quand on dit d'un homme qu'il ne sera pas jugé. Qu'est-ce que... Alors, Michel, moi, il est évident que
comment dirais-je, de manière très présomptueuse, si j'avais été ministre de quelque chose, j'aurais réfléchi à des modalités plus simples. Parce qu'on a affaire à une criminalité très particulière, qui n'est pas du tout assimilable à la criminalité ordinaire. Voilà des êtres à la fois qui n'ont aucune contrition, sinon apparente, pour profiter de l'état de droit, et qui sont prêts à entreprendre le pire ou à le renouveler. Donc j'aurais sorti cette criminalité du registre ordinaire et j'aurais tenté de créer des procès plus simples, plus rapides. Quand on pense qu'on va passer 9 mois là-dessus, d'une manière d'ailleurs étrangement longue, objectivement, pour se donner l'impression qu'on rend une justice. Je trouve que c'est aberrant. Mais Patrick, je peux poser ma seconde question? Allez-y, mais on voulait enchaîner avec Arlette, avec Cécile et les auditeurs. Mais... Après, j'arrête, Arlette. Michel, je voudrais poser une question sur votre œuvre, considérable. J'y vois 2 veines. La veine du philosophe, de celui qui élabore, qui crée, et une seconde qui me touche beaucoup, parce qu'elle doit rejoindre un peu mon tempérament, très modestement entendu, celle du formidable polémiste. Vous ressentez ça, cette division en vous, ou pas du tout? Je la ressens surtout dans la réception de mon travail. C'est-à-dire, j'ai écrit une 12aine de recueils de poèmes, personne ne le sait. Et j'ai fait par exemple une 30aine de livres d'art. Je fais l'éloge de contemporains. De Valerio Adami, d'Ernest Pignot-Ernest, de mon ami Robert Combins, etc. Je suis positif. On n'en parle pas. J'ai fait 12 volumes d'une contre-histoire de la philosophie où je fais l'éloge d'une 40aine de philosophes dont certains sont oubliés, et que j'ai même parfois fait traduire parce qu'ils n'étaient pas disponibles en français. On n'en parle pas non plus. Dès que je fais un livre positif, on n'en parle pas. Si en revanche, je fais un livre qui peut être négatif, parce qu'il permet l'audience, l'audimat, le match de boxe, alors là c'est formidable. Et puis après on dit, on ferait le polémiste. Je veux bien. Mais je veux dire, l'ensemble de mes travaux esthétiques s'est trouvé republié dans la collection Bouquins à la Fond. Ça fait un livre de presque 2000 pages. Pas un seul papier, pas une seule invitation. Parce que celui-là, c'est pas le Onfray qu'on a envie d'inviter, parce qu'on a envie d'inviter celui qu'on présente comme un polémiste. Donc j'en ai fait un peu mon deuil. Je redémarre, je recrée dans mon village là une université populaire des Beaux-Arts. Je repars pour un grand chantier. Je crois que Malraux avait raison de dire, ou on lui prête la phrase, mais que le 21e siècle serait non pas religieux mais spirituel. Je veux redéfinir ce spirituel en étant l'athée que je suis. J'ai pris la défense récemment de la messe en latin parce que je l'estime patrimoniale. Ah oui. Et donc je fais... Oui. Bah oui, ça ne nous a pas échappé. Oui, non, mais en même temps, on dit, on ferait c'est tout et n'importe quoi. Personne ne dit, mais dans cette défense de la spiritualité, il y a une cohérence qui est un débat. Vous me posiez tout à l'heure la question de l'engagement politique. Je crois vraiment qu'en démarrant cette université populaire, en créant un restaurant, un bar, etc., dans un village de 500 habitants, je fais de la politique. Et là, je serais positif, mais on ferait positif, c'est pas celui qu'on... Mais dois-je m'excuser, Michel, d'aimer le formidable polémiste? Je vous adore, donc vous êtes gentil de le dire. Et vous allez passer votre week-end à lire quelques autres de Michel Onfray. Allez, au standard 0826 300 300, qui est avec nous? Il y avait une question. C'est Franck Dugers qui est avec nous. Oui, Franck, bonjour Franck. Oui, bonjour, bonjour à tous. Un bonjour aussi particulier à monsieur Onfray sur le plateau. Je vous cache pas que je suis un peu impressionné de passer à la radio avec monsieur Onfray. Ah bah, vous voyez, c'est ça qui est magique en fait à la radio justement. Vous pouvez vous exprimer comme si vous étiez chez vous et vous l'êtes, ouais. Donc voilà, moi je souhaitais réagir par rapport à madame Agnès Buzyn, qui est convoquée devant les juges. Oui. Donc, alors je suis pas forcément un grand défenseur de nos responsables politiques, loin de là. Néanmoins, j'ai un peu du mal avec ça, parce que alors certes, sauf si derrière il peut y avoir des histoires de conflits d'intérêts, comme j'ai pu entendre, bon, tout ça c'est des on-dit, bon ça reste à prouver, bien entendu. Je voudrais pas quand même que, bon, la crise du Covid, elle est là. Enfin, elle a été là, elle est toujours là. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Je voudrais qu'on tombe quand même dans une sorte de chasse aux sorcières, de trouver des responsables, comment on aurait pu faire autrement, etc. Il y a des choses qui ont été mal faites. Ça, on ne peut pas le nier. À une époque, on nous a dit que le masque servait à rien. Et puis après, 2 mois après, il fallait absolument porter un masque. Enfin, à un moment donné, voilà, moi, je voudrais pas. On n'est plus au tribunal révolutionnaire, quoi. Je veux dire, faut pas tomber
tomber dans des excès, de trouver à tout prix un coupable, parce qu'un coupable, je pense pas qu'il y en ait un forcément, ou alors il y a des choses qui nous dépassent. Voilà. Moi, je sais rester à ma place, mais voilà, quoi, je veux pas qu'on tombe. Et comme je vous dis, je suis pas un défenseur. Non, mais on comprend parfaitement ce que vous dites. C'était ce qu'on évoquait tout à l'heure dans l'interview avec Michel Onfray. Il vous répondra en fait de nouveau dans un instant. On entendra aussi Philippe Bilger et Arlette Chabot sur cette question. Juste après une courte pause, Franck, restez avec nous et Michel Onfray répond. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h20, toujours avec Michel Onfray, le philosophe, Arlette Chabot et Philippe Bilger. Vos appels 0826 300 300 et avec Félix Mathieu. Oui, c'est ça, Félix Mathieu, pour se remettre un petit peu en tête tout ce qui est reproché à Agnès Buzyn, parce qu'elle doit répondre, Félix, de sa gestion de la crise sanitaire lorsqu'elle était ministre de la Santé début 2020. Oui, alors que le monde entier a commencé à s'inquiéter, les yeux braqués sur Wuhan, elle avait pris la parole à l'Élysée le 24 janvier 2020. Les risques de propagation du coronavirus dans la population sont très faibles, avait lancé Agnès Buzyn, qui précisait tout de même que cette analyse pouvait évoluer. Sauf que quelques mois plus tard, en juin, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, là, elle dira avoir alerté dès janvier l'Élysée et Matignon sur le danger potentiel du coronavirus. Entre-temps, en mars, après avoir démissionné du ministère de la Santé pour remplacer Benjamin Griveaux comme candidate de La République En Marche à la mairie de Paris, elle avait créé le tollé en mars par ses propos dans Le Monde, je la cite: « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous », et d'ajouter, à propos des élections municipales perdues, « Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. » Ah oui, merci Félix Mathieu. Est-ce que c'est pour ça qu'on la poursuit véritablement, selon vous, Philippe Bilger et Michel Onfray? C'est évident. Je n'ai pas d'opposition de principe au fait qu'on poursuive les politiques, contrairement à certains qui trouvent ça comme une sorte d'offense à la démocratie. Moi, ce que disait Franck tout à l'heure, c'est une forme de chasse aux sorcières. Pas du tout. Non, simplement, le départ devra être très bien fait entre les comportements, les négligences, les incuries, les mensonges qui peuvent éventuellement constituer une infraction, et tout le reste. Je trouve que le fait d'avoir des milliers de plaintes, c'est un peu délirant, mais le citoyen a besoin de cet exutoire. On ne peut pas le lui interdire, mais il faudra vraiment une vigilance très forte pour faire un excellent départ entre les infractions possibles et les négligences, j'allais dire ordinaires, dont nous pouvons tous être coupables ou responsables même dans notre vie quotidienne. Oui, Michel Onfray. Écoutez, moi, je m'en a parlé un peu de Jean-Pierre Chevènement, qui par ailleurs est mon ami, mais je veux dire que Jean-Pierre Chevènement a montré qu'on pouvait démissionner. Quand on est ministre aujourd'hui, même pas quand on est ministre, je veux dire, on peut très bien dire je quitte ce poste, mais il y a quand même l'intérêt de la France, l'intérêt des Français. Et plutôt que de dire je l'ai dit au président, mais il m'a pas écouté, on peut dire mais moi je démissionne, je me fais inviter sur un plateau de télévision et j'explique pourquoi. Et je dis c'est grave, je vais perdre mon poste de ministre, d'accord, mais il faut défendre la France, les Français, c'est mon boulot, moi en tant que ministre, etc. Cette façon de dire finalement je suis rattrapé par le réel, mais je l'avais dit et puis on m'a pas écouté, je crois pas trop à ça, moi. Je crois vraiment qu'on peut dire à un moment donné je démissionne, ça n'est pas pensable, ça n'est pas possible qu'on continue, et voilà. Donc que la justice essaie de savoir comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, est-ce qu'elle a vraiment dit ça, est-ce que c'est une défense a posteriori, est-ce que la chose a vraiment été dite à je ne sais pas qui, à Emmanuel Macron qui n'en aurait rien fait, la justice... Il y avait l'état de la connaissance aussi à l'époque, quoi, parce que écoutez, beaucoup de spécialistes de médecins disaient quand même à l'époque, en février, non, mais nous en France, en janvier-février, nous on est protégés, on n'ira pas jusque-là, on n'aura pas besoin d'aller... Moi, le 26 janvier de cette année-là, j'étais sur un plateau de télévision avec une émission d'Audrey Crespo-Marin, il y avait un docteur, il y avait Jean-Michel Apathy, etc. Et j'ai dit, écoutez, moi je suis pas médecin, je ne suis pas président de la République, je n'ai pas les notes d'ambassade, je ne peux pas appeler mon ambassadeur pour dire il se passe quoi, comment, donnez-moi des informations, etc. etc. Mais il y a un fait, on parlait tout à l'heure de l'articulation entre les faits et l'idéologie. Il y a un fait qui est que les Chinois mettent sous cloche une ville de plusieurs millions d'habitants. Si en Chine il y a 300 000 morts, ça pose aucun problème. Personne ne le saura et les Chinois s'en moquent éperdument. Je dis, si les Chinois prennent cette décision de mettre Wuhan sous cloche, c'est que quelque chose de grave est en train de se passer. Apathy dit Onfray avec son fantasme autoritaire, il veut tout de suite interdire tout, etc. Et le docteur Kirsik dit mais ça fera pas plus de mal qu'une grippette, etc., etc. Moi, je n'avais que cette expertise-là. Quand on est chef de l'État,
l'État, on peut quand même avoir d'autres expertises, et ne serait-ce même que ce pur bon sens qui consiste à dire que si les Chinois se comportent comme ça, c'est qu'il y a quand même un risque de pandémie planétaire. Donc on peut demander à des ministres d'avoir pensé comme quelqu'un qui, sur un plateau, pensait avec les informations qu'il avait, juste en écoutant les informations. Il y a un argument quand même, Michel Onfray, qui est de dire demain, et on l'a bien vu pendant toute la crise, on prêtait justement à Édouard Philippe, dont on parlait tout à l'heure, une prudence parce que, disait-il, moi j'ai la menace de la Cour de justice de la République. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un risque de paralysie des décideurs qui, à chaque fois qu'ils prendront une décision, et un politique c'est fait pour décider, pourront intégrer les jugements, les réflexions, la menace qui pèse sur eux, et ça veut dire qu'ils décideront encore moins qu'aujourd'hui. Vous avez tellement raison. C'est la question du principe de précaution. Ouais. C'est oulala, je risque la prison, le tribunal, je ne sais quoi. Donc je ne fais rien. Donc je ne fais rien. Et c'est ça qui est terrible. Et les Français, ils ont envie d'un président de la République qui ose, qui ait de l'audace et qui disent mais on y va. Et puis je pars au combat, même si je me trompe et que c'est pas la bonne direction, du moins on va dans une direction. C'est ça aussi être chef de l'État, c'est avoir des devoirs. Mais le chef de l'État, lui, il est à l'abri, alors que le Premier ministre et les ministres, c'est la Cour de justice de la République. Il est à l'abri, sauf que dans 7 mois, enfin sauf s'il est réélu, mais il ne sera plus à l'abri et lui aussi devra rendre des comptes. Mais j'ai toujours été réticent, Arlette Chabot, devant cet argument que j'ai beaucoup entendu. En gros, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on risque quelque chose judiciairement. Mais avant qu'il y ait la pandémie, je n'avais pas remarqué que le courage était la qualité principale du monde politique. Comme vous le dites très bien, Michel Onfray, il y avait un principe de précaution, il y avait une frilosité qui probablement ont été décuplées par l'idée de la pandémie et de la crainte judiciaire. Mais je voudrais pas que les politiques s'exonèrent trop facilement de leur impuissance. Mais si vous avez 14 000 plaintes qui ont été déposées, on peut aussi dire que pour certains, il y a une utilisation politique, évidemment, de la Cour de justice de la République. C'est du délire. Et de cette procédure, c'est du délire. Donc il faut changer la procédure. 0826 300 300, il y a des auditeurs. Oui, il y a Frédéric qui nous appelle de Saint-Malo. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Michel, je vous appelle parce que vous êtes un phare pour moi, pour nous, pour beaucoup, vous êtes un phare. Et qui plus est pour un Malouin. Hein. Donc, vous êtes de Saint-Malo. Et donc, absolument. Ouais. Et je me demande pourquoi vous évacuez les histoires de santé comme ça et que vous remettez ça tout le temps dans les mains des spécialistes. Parce que ça me dit qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous passez à côté de l'esprit du moment, et que ce qui est en fond de rideau, c'est la convergence NBIC, qui est en train d'être actée maintenant. C'est pour ça que je parle de moment. La convergence entre... Pardon ? La convergence NBIC, c'est-à-dire la convergence nano-bio-info-cognitive, qui est un vrai sujet, qui n'est pas du tout du complotisme. C'est un vrai sujet, et ça, c'est complètement évacué. Ouais. Et personne s'en empare, et je me dis, est-ce que nos corps-esprits doivent être ou peuvent être des objets connectables ? Tout simplement. Parce que, si vous voulez, la relation qui est faite entre 5G et nano, elle est étudiée, elle existe. Ouais. C'est pas du tout du complotisme. Ouais. Là, vous faites référence aussi à des livres écrits par Michel Onfray sur la science aussi il y a quelques années. Hein, je m'en souviens. Oui, mais alors il va vous répondre. Restez en ligne. Okay. Michel Onfray. Sans être trop technique, parce que évidemment, sinon on va perdre un petit peu tout le monde dans les explications, quoi. Donc, vous avez absolument raison. C'est-à-dire que vous partez de prémices justes, mais pour parvenir à des conclusions fausses. C'est-à-dire, oui, vous avez raison, les nanotechnologies, c'est problématique. Le transhumanisme, c'est problématique. L'idée du puçage, c'est problématique. Le séquençage humain, c'est problématique. Comme est problématique l'idée qu'on pourrait avorter jusqu'à 9 mois, l'idée qu'on pourrait acheter des enfants, louer des utérus. Tout ça, c'est problématique parce que de fait, c'est la civilisation. D'après la civilisation, c'est le transhumanisme. Donc là-dessus, je vous donne complètement raison. Mais en revanche, sur la question du vaccin, je vous donne tort parce que je pense que ce ne sont pas les vaccins, les travaux pratiques du transhumanisme. On n'y est pas. Quand vous prenez un médicament parce que vous avez mal à la tête, du paracétamol, c'est pas pour engraisser Big Pharma. Et si Big Pharma vous vend des cachets d'aspirine, c'est pour votre bien, c'est pour votre santé. Il faut aussi imaginer que des gens qui investissent beaucoup d'argent dans la recherche pour parvenir à la mise au point de brevets fassent de l'argent avec leur travail. Ça me paraît, c'est normal. Donc on va pas dire ils prennent de l'argent, donc c'est l'argent qui les intéresse. Ce sont des gens qui ont envie aussi de fabriquer du médicament. Donc vous avez raison, c'est une question qu'il faut poser. La question du transhumanisme, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on veut bien dire, parce qu'on en parle à peine, mais je crois que toute notre société travaille à ça. Cette idée de
d'objectiver, de marchandiser les corps. C'est juste fait pour pouvoir en changer un jour, pour pouvoir les numériser. Donc oui, vous avez raison d'être inquiet là-dessus. Oui, vous avez raison de poser la question des nanotechnologies. Oui, vous avez raison de parler d'Elon Musk, par exemple, qui s'en vient aujourd'hui pucer le cerveau d'une truie. C'est-à-dire, il y a une truie qui s'appelle Greta, qui aujourd'hui peut disposer de souvenirs qu'on lui aura mis dans le cerveau, donc on peut aussi effacer des souvenirs de choses qu'elle aurait pu avoir. Et ça, vous avez raison, c'est vraiment la grande crainte qu'il faut avoir, parce que c'est ce vers quoi nous allons. À terme, mais l'idée de ramener cette crainte-là sur le terrain du vaccin, c'est là, je crois que ça ne marche pas. Voilà, allez, on poursuit dans un instant, petite pause, et on se retrouve pour parler avec Michel Onfray, Arlette Chabot, Philippe Bilger, et vos appels encore. Quelques petites minutes. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h33, on balaye l'actualité ce matin avec Michel Onfray, le philosophe, Arlette Chabot et Philippe Bilger, et vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300, si vous voulez parler de l'actualité aussi et débattre avec Michel Onfray. Oui, c'est vrai, tous les sujets, vous avez raison Cécile, parce qu'on a parlé de la vaccination en fait à l'instant, on a parlé avant de l'incarnation en politique d'Éric Zemmour. On va en reparler, tiens, parce qu'on a justement Françoise Laborde qui est avec nous, l'ancienne membre du CSA. Bonjour Françoise Laborde. Bonjour Françoise, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, on évoque cette question du décompte d'Éric Zemmour, du temps de parole d'Éric Zemmour. Le CSA dit il faut qu'il y ait un décompte dans les jours qui viennent, parce que, grosso modo, il sera candidat. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision, vous, du CSA, vous qui connaissez bien cette instance ? Alors, moi, ça me choque beaucoup, pas pour des raisons, parce que je pense que c'est une décision qui est purement politique. En droit, je ne vois pas sur quoi le CSA s'appuie pour décider une chose pareille. Il n'y a aucun texte dans le CSA qui permette de prendre cette décision, d'autant que Éric Zemmour n'est pas officiellement candidat. Et que donc, tant qu'il n'est pas officiellement candidat, ou tant qu'il ne s'est pas déclaré candidat, le CSA n'a aucune raison de comptabiliser le temps de parole d'Éric Zemmour. Pourquoi ? Parce que le CSA, ce qu'il comptabilise en dehors de la période électorale, ce sont les expressions des partis politiques. Et donc, on ne comptabilise pas Marine Le Pen, on comptabilise le Rassemblement national, on ne comptabilise pas Jean-Luc Mélenchon, on comptabilise la France insoumise, on ne comptabilise pas Anne Hidalgo, on comptabilise le PS, quand ce sont des candidats qui sont déclarés. Éric Zemmour n'est pas candidat déclaré, et il n'a pas de parti politique. Et le CSA décide qu'il va comptabiliser quand même. Ça veut dire que demain, le CSA peut décider que Michel Onfray est un acteur majeur, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est qu'il est un acteur majeur du débat national, et on va comptabiliser son temps de parole. Je veux dire, à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête à Éric Zemmour. On peut considérer que Laurent Geoffrin est un acteur majeur du débat national, et on va comptabiliser son temps de parole. Ce qui n'est pas faux, puisqu'il s'est engagé également en politique. Là, pour le coup, c'est vrai. C'est pour ça que je cite. Donc, à un moment donné, on se dit, mais au nom de quoi les juges aujourd'hui, que sont le CSA, s'affranchissent des règles pour inventer des règles qui leur conviennent pour décider d'interdire quelqu'un à l'antenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le système aujourd'hui est fait de telle façon que, en dehors de la campagne électorale, qui n'est pas encore officiellement déclarée, encore une fois, la règle qui s'applique, c'est 1 tiers, 2 tiers. Donc, 1 tiers pour l'exécutif, 2 tiers pour l'opposition. Et dans l'opposition, on met tout le monde, c'est-à-dire la droite, la gauche, le centre, etc. etc. On ne fait plus comme avant les différences entre divers droites, divers gauches, majorité parlementaire, etc. Tout ça, c'est terminé depuis 2017. Donc ça veut dire que, c'est la cocasserie de l'histoire, si Éric Zemmour parle énormément, eh bien, bizarrement, il va prendre du temps de parole sur la France insoumise, le Parti socialiste, les Républicains, le Rassemblement national, puisque tout le monde est dans le même bougli-boulga. Et enfin, dernier point, comment on fait pour comptabiliser le temps de parole d'Éric Zemmour, si tant est qu'on s'accorde le droit de le faire? On va saucissonner ses expressions, on va dire, il parle de la guerre 14-18, donc c'est de l'histoire, mais s'il dit qu'en effet, ça augure du naufrage de la France et qu'il fait un parallèle avec la situation actuelle, c'est de la politique. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et moi, ce qui me choque énormément, c'est pas le cas d'Éric Zemmour, c'est que, je veux dire, aujourd'hui, on a quand même des instances qui sont là pour être garants du pluralisme et qui tordent le droit pour justement limiter le pluralisme des expressions. Je veux dire, Éric Zemmour jusqu'à nouvel ordre et les journalistes. Alors,
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un autre débat. Ouais. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, c'est un autre débat. Moi, je suis pas d'accord avec Éric Zemmour, je partage pas ses idées. Il y a 1000 choses que je déteste chez Éric Zemmour. Mais enfin, je veux dire, jusqu'à nouvel ordre, chacun a le droit de s'exprimer et de faire part de ses opinions. Oui. Merci Françoise Laborde donc, pour cet éclairage. Vous, en tant qu'ancienne membre du CSA, Philippe Bilger, un mot. Moi, je trouve et puis on conclura Françoise Laborde vient de développer un propos de parfait bon sens. Je sens derrière la décision du CSA, évidemment, une machine de guerre contre Éric Zemmour et CNews, c'est très clair. Le CSA ne s'est jamais occupé du manque de pluralisme. Par exemple, la France Inter, mais est obsédée par CNews. Il faudrait peut-être un peu plus d'équité. Arlette Chabot ? Oui, ça jette un doute sur une institution, un doute de plus sur une autre institution qu'est le CSA, parce que tout le monde, évidemment, après ce qu'a dit Françoise, pense que le CSA agit sur pression politique, puisque des responsables proches d'Emmanuel Macron demandaient déjà avant l'été qu'il soit comptabilisé. Donc ça, de toute façon, c'est dommage. Oui. Michel Onfray, vous l'avez déjà dit en fait tout à l'heure, c'est la même chose. Vous êtes prêt à débattre avec Éric Zemmour, justement. Vous allez le faire bientôt. Le Éric Zemmour candidat ou le Éric Zemmour ce sera le 4 octobre. Je ne sais pas si d'ici là, il aura avancé dans une déclaration, je ne sais pas. Mais oui, on va faire un débat, je ne sais même plus où ça se trouve. Alors, au Palais des Congrès, vous allez faire le lundi 4 octobre à 20h30 ou 21h, c'est ça ? Oui. Palais des Congrès à Paris, vous pouvez accueillir, très grande salle, vous allez pouvoir accueillir du monde. Et c'est quoi l'idée ? Alors, c'est une confrontation ? C'est accord-désaccord, oui. Parce qu'on m'a dit parfois que j'étais un Zemmour de gauche. Alors j'aimerais bien savoir ce que ça signifie être un Zemmour de gauche. Et j'ai beaucoup dit, enfin je l'ai même un peu dit tout à l'heure, mais il fait des constats avec Zemmour sur lesquels on ne peut que tomber d'accord. Et puis il fait des propositions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Lui, il est pour un homme providentiel, moi je suis pour un peuple providentiel. Il est jacobin, je ne le suis pas. Même si vous avez reconnu tout à l'heure avec Arlette Chabot qu'il faut une incarnation quand même derrière aussi. Oui, mais l'incarnation... femme. Oui, mais vous savez, est-ce que vous connaissez le nom du président de la Confédération helvétique? Voilà, et pourtant ça existe. Et puis c'est la même chose avec l'Allemagne. On connaît le nom de la chancelière, mais finalement le président de la République. Oui. Donc, mais c'est la chancelière qui incarne, quoi, là, en l'occurrence. Oui, elle incarne, mais après on peut repenser tout ça. Si vous me donnez le temps, on y va. Mais je dis, dans des logiques proudhoniennes, il y a toujours un État, il y a toujours un chef de l'État. Il y a effectivement du régalien. On peut pas prendre le temps de réunir les commissions s'il y a une bombe atomique qui est partie. Il faut que quelqu'un puisse appuyer sur le bouton. Donc il faut repenser évidemment et l'État et la pensée girondine. Il ne faut pas penser les Girondins à partir de ce que les Jacobins ont pu en raconter. Et donc ce sera l'occasion de ce débat de penser une pensée girondine, voire proudhonienne pour aujourd'hui, contre une pensée étatique et jacobine. Merci Michel Onfray, Philippe Bilger, Arlette Chabot et vous au 0826 300 300, ainsi que Françoise Laborde. Alors je rappelle, Michel Onfray, Autodafé, l'art de détruire les livres, et vous revenez, vous l'avez dit, sur le choc des civilisations, effectivement, et puis d'autres, au moment où on détruit des livres, là, actuellement, même s'ils sont des bandes dessinées, mais qui ont quand même leur importance, Astérix, Tintin, au Canada, avec ses livres détruits cette semaine, et puis Front Populaire, le droit à la sécurité contre l'ensauvagement, avec beaucoup de prises de position et d'explications. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.